Alors j'en viens maintenant aux sociétés proprement occidentales libérales qui ont beaucoup plus, à certaines époques, je dirais, à la fois produit et accepté le modèle de cet individu absolu agissant dans le domaine économique. Alors, peut-être je vais commencer par l'Angleterre quand même, parce que finalement, l'hypothèse que j'expose est née en Angleterre, j'ai fini par m'en apercevoir plus tard, c'est qu'il y a en Angleterre un très grand historien anthropologue qui s'appelle Alan Macfarlane, que j'ai tout à fait connu quand je faisais mes études de mon doctorat là-bas, à Cambridge. Et donc la séquence d'apparition de cette hypothèse, c'était mon directeur de thèse. Là, maintenant, j'étais dans une phase où j'ai pu apparaître un peu mégalomane, j'ai raison, tout le monde a tort, ce genre de choses. Maintenant, je vais entrer dans une deuxième phase dans laquelle je vais expliquer que personnellement, je n'ai rien trouvé et je n'ai fait qu'élargir les hypothèses d'autres personnes. Donc, j'entre dans une phase humble de l'exposé. Donc, mon directeur de thèse, Peter Laslett, qui était le pape des études sur les structures familiales, avait découvert que dans l'Angleterre du XVIIe siècle, la famille était nucléaire. C'est-à-dire qu'on ne trouvait jamais plus, chez les paysans anglais du XVIIe siècle, que papa, maman et les enfants. Et qu'au moment du mariage, ou même avant, au premier signe de puberté, les enfants étaient éjectés des familles et devaient aller s'employer comme domestiques ailleurs. Et c'est une sorte de première étape de la réflexion. Et Alan Macfarlane, je ne vais pas beaucoup m'éloigner, parce que lui n'était pas mon directeur de thèse, il était ce qu'on appelle à Cambridge mon internal examiner, c'est-à-dire l'examinateur interne, donc, et je le connaissais très bien aussi. Et lui, il a émis l'hypothèse, qui est en fait la version individualiste de l'hypothèse que j'ai émise à propos de la famille russe et du communisme, et c'était avant. Il a vu le lien entre l'individualisme économique anglais et cette famille nucléaire originelle de l'Angleterre. Et donc, si j'applique maintenant mon modèle dans sa forme générale à l'Angleterre, eh ben, j'obtiens quelque chose qui est très proche de ce que Macfarlane avait déjà vu. C'est-à-dire que vous prenez la famille, qu'est-ce que c'est que la famille anglaise traditionnelle? C'est une famille nucléaire. Et papa, maman, les enfants, pas de cohabitation, donc des valeurs libérales internes à la famille bien avant qu'elles aient à s'exprimer dans le domaine économique ou politique. Et puis en plus, une absence de règles d'héritage très précises. C'est-à-dire que dans l'aristocratie, dans les strates supérieures de la paysannerie, vous pouviez trouver des règles de droit d'aînesse, mais ce qui est plutôt caractéristique de l'Angleterre et du monde anglo-américain en général, c'est l'usage du testament, c'est-à-dire d'une répartition libre des biens des parents aux enfants, pas forcément même au moment de leur décès, ça peut être au moment de leur établissement en tant que ménage autonome. Et là, vous avez les valeurs fondamentales du monde anglo-américain, puisque c'est ce système qui a été généralisé aux États-Unis et, je dirais, assimilé par les vagues successives d'immigrés ou d'immigrants, je ne sais plus comment on dit, aux États-Unis. Vous avez libéralisme dans les rapports parents-enfants, et ça va vous donner le libéralisme, je dirais, social et politique presque congénital du monde anglo-américain. Mais en plus de ça, vous avez une royale indifférence au principe d'égalité. Le principe d'égalité entre les enfants n'existe pas. Alors, j'en viens maintenant. Donc ça, c'est le monde anglo-américain et ça s'appliquerait à la partie maritime des Pays-Bas et au Danemark, en fait. Donc c'est un système assez restreint autour de la mer du Nord à l'origine. Maintenant, dernier élément du modèle ultra simplifié, qui ne va pas d'ailleurs couvrir tous les pays du monde, mais qui va me permettre de parler de la suite et de l'histoire économique d'une façon, j'espère, raisonnable, c'est ce que j'appelle famille nucléaire égalitaire et qui est bien entendu le type français, la France du bassin parisien. Donc c'est un modèle qui, dans son cycle de développement général, est assez proche du modèle anglais, c'est-à-dire jamais plus que papa, maman et les enfants, mais auquel
se combine une règle d'héritage égalitaire dont l'étude historique dans la France du bassin parisien des 16e, 17e et 18e siècles, avant la Révolution, montre qu'elle était frénétique. L'égalitarisme familial des paysans du bassin parisien était forcené. Et c'était un égalitarisme, j'allais faire une faute de français, j'allais dire bisexuel, mais ce n'est pas ce que j'aurais dû dire. C'est un égalitarisme qui s'appliquait aux filles comme aux garçons. Donc, égalité des enfants entraînant dans l'héritage. Et bien entendu, si vous avez appliqué le modèle général que je suis en train de développer, une fois de plus, ça va très bien marcher, puisque les valeurs fondamentales d'un système familial comme ça, c'est libéralisme et égalité entre les enfants. Et bien entendu, les valeurs de la Révolution française, première mouture, 1789, c'est liberté, égalité. Et donc, vous voyez très bien comment le modèle va vous dire, quand les paysans du bassin parisien et les artisans de la région, et les bourgeois de la région, ont appris à lire et écrire, ont eu la possibilité d'accéder à un certain type de conscience politique, et les idées qui leur ont paru raisonnables sont les idées de liberté et égalité des hommes. Et donc, vous avez ce paradoxe ultime que l'idée d'homme universel, cette idée que les hommes sont les mêmes partout, qui découle logiquement de la structure mentale et familiale des gens du bassin parisien, c'est les frères sont égaux, les hommes sont égaux, les peuples sont égaux, donc il existe quelque chose comme l'homme universel, et vous arrivez à ce paradoxe de l'idée d'universalisme qui est ancrée dans une structure familiale tout à fait particulière et qui peut séduire superficiellement l'ensemble de l'Europe, mais qui ne va pas vraiment accrocher de la même manière un terrain allemand où les frères ne sont pas égaux. Alors la Russie, oui, mais la France et la Russie ont en commun l'égalitarisme, le bassin parisien et la Russie ont en commun l'égalitarisme des structures familiales, et les deux pays ont produit de l'universalisme, en fait, sur le plan d'idéologie. Mais en caricaturant, on dirait que la France, c'était la liberté pour tous, et le communisme, c'était le goulag pour tous, en fait, sans discrimination. Hein, voilà. Alors, en vérité, même en France, ça a été un peu plus compliqué, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sud-ouest a la famille souche, la périphérie n'a pas ce système nucléaire égalitaire, individualiste égalitaire, mais et donc, en vérité, le centre a dû affirmer militairement sa prééminence dans l'ensemble français, mettre au pas les provinces périphériques, qui, elles, se sont ancrées dans un catholicisme assez dur, peu égalitaire. Au-delà de tout ça, il y a une histoire assez complexe. Alors, j'ai d'autres systèmes pour d'autres parties du monde, mais si on veut faire l'analyse de ce qui s'est passé économiquement dans l'ensemble, dans le premier monde développé, ça n'est pas la peine d'avoir plus que ces 4 types familiaux: famille communautaire, famille souche, famille nucléaire égalitaire, et le type anglais, je l'appelle famille nucléaire absolue, parce que quand même, si vous avez cet élément d'égalitarisme dans les rapports entre frères, ça veut dire que le maintien entre les frères et sœurs, en fait, en l'occurrence, est quand même reste actif jusqu'au moment du décès des parents, puisqu'il y a un problème de liquidation égalitaire de l'héritage, quelque chose qui n'existe pas dans le système anglais. Il y a un solde final en Angleterre par le testament, mais en vérité, comme les parents peuvent distribuer les biens tout du long de l'établissement des enfants, et comme personne n'a à discuter de l'établissement, le lien entre les frères est brisé beaucoup plus vite. Donc maintenant, je quitte le champ, je dirais, d'une sorte de ce modèle général, et puis je vais passer à ces 3 éléments d'histoire économique pour voir ce qu'on peut en faire, en fait, et voir en quoi ça permet
de comprendre l'histoire économique de l'Occident ou des pays pour les premiers. Et donc je vais commencer. Alors, quand même, je voudrais dire un mot sur la réception de ce modèle qui, d'une certaine manière, coïncide avec la question de la réception du modèle de l'Homo economicus. L'une des choses qui m'a frappé lorsque j'ai publié sur ce sujet, c'est la violence des réactions négatives à l'expression des modèles. Je veux dire, en France, j'ai publié ça au début des années 80, peut-être vers 83, 84, et moi j'étais persuadé d'avoir découvert la bombe atomique, j'étais persuadé que tout le monde allait rendre grâce, chanter mes louanges, dire qu'ils sont beaux les pieds de celui qui vient au nom du Seigneur. Et en fait, j'ai été confronté à un torrent de réactions négatives, grossières, et avec cette idée que, il n'a jamais été question de vérification empirique. Jamais je n'ai été pris en défaut d'analyse sur un système familial. Les gens sont peu familiers des systèmes familiaux traditionnels, mais ça aurait été possible. En fait, la personne qui a dû corriger mes erreurs sous tel ou tel type de système familial, en région Rhône-Alpes, en Suède, en Belgique, c'est moi. J'ai dû faire le boulot moi-même sur les erreurs de classification que j'avais faites. Et donc, je me suis fait une règle en tant que chercheur. L'important, ça n'est pas tellement de faire des erreurs, c'est d'être le premier à les déceler soi-même. Et donc, c'est ma règle de vie. Et donc, j'ai été confronté à des gens qui refusaient de regarder les données et qui les rejetaient en fonction, avec cette idée que le modèle était une insulte à la liberté humaine. Puisque ce que je disais, c'était que les individus étaient, dans leur comportement, dans leurs préférences idéologiques, dans leur comportement économique, en fait, étaient déterminés par des structures familiales sous-jacentes. Je veux dire, en fait, c'est tout à fait extraordinaire, parce que c'est vrai que d'une certaine manière, je veux dire, si vous êtes le produit d'un système familial nucléaire individualiste, vous êtes préparé à la liberté, vous êtes préparé à l'autonomie de l'individu, et vous pensez que vous êtes libre. Et en un certain sens, vous l'êtes. Je suis moi-même un Français du bassin parisien, très content d'être ce que je suis, et je ne pense pas que je me sentirais aussi bien dans la Russie de Poutine ou dans d'autres systèmes. Mais le problème que posait le modèle, c'est que cette liberté pratique très réelle était ancrée dans un fond anthropologique incontrôlé, incontrôlable, inconnu, et que ça, c'était inadmissible, puisque le paradoxe du modèle, c'était de dire ultimement, bon, vous êtes libre politiquement ou économiquement, mais vous n'avez pas la possibilité d'être autre chose. Le totalitarisme vous est interdit, ce qui est quand même une super privation de liberté. Vous voyez ? Et donc, à un certain niveau, la liberté était obligatoire. Et ça, c'était scandaleux. C'était scandaleux. Voilà. Donc, c'était vraiment, tout à fait étonnant. Donc, mais ça recoupe pas mal la question de l'adhésion au modèle de l'homme économique dans sa plus grande pureté. Alors, j'en viens maintenant à l'analyse de la révolution industrielle. Si vous regardez, je ne sais même pas ce qu'on dit sur les causes de la révolution industrielle, et je ne m'y attache pas, mais je vais vous dire le genre de représentation du développement économique de l'Europe auquel aboutit l'utilisation de ces variables d'encadrement de l'individu que sont l'éducation, la religion et les structures familiales. D'accord ? Donc, ce qui apparaît au premier abord, et je l'ai un peu évoqué, c'est que le premier développement de l'Europe n'a pas été économique ou industriel. Il a été économique par le commerce, etc. Mais ce qui précède
je dirais en termes d'analyse globale, un peu efficace et carrée, et d'un bon moment, la révolution industrielle, c'est la révolution éducative. C'est-à-dire le développement d'un niveau éducatif, d'une situation dans laquelle 50% des hommes ou plus savent lire et écrire. Et ça a été atteint en Europe du Nord bien avant le décollage industriel. Mais ce que vous avez derrière ou avant ce décollage éducatif, c'est la révolution religieuse. C'est-à-dire au Moyen-Âge, avant la réforme protestante, vous avez un lent développement de la capacité de lire et écrire, et à partir de la scission protestante, vous avez, quel que soit le niveau de développement du pays, vous avez l'atteinte de ce qu'on appelle maintenant l'alphabétisation universelle. Et vous avez d'ailleurs dans les livres, ça apparaît, ou je ne sais plus si on étudie ça maintenant à l'école, mais ce qui était dans les chapitres des manuels d'histoire de ma génération, l'ascension des pays du Nord au XVIIe siècle. Tout d'un coup, vous voyez apparaître la Prusse, la Suède. Tout d'un coup, vous voyez apparaître la Suède comme un agent politique et militaire supérieurement efficace qui commence à faire la loi pendant la guerre de 30 ans. Vous avez le premier décollage commercial de l'Angleterre. Et en vérité, vous sentez la montée en puissance dans tous les domaines, militaires, économie en un sens pas industriel, de l'ensemble du monde protestant. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça se passe dans des pays qui avaient atteint un certain niveau de développement artisanal et commercial, comme l'Allemagne, ou une partie de l'Allemagne, ou les Pays-Bas, mais dans des pays totalement arriérés, comme la Scandinavie. Et donc, je veux dire, il n'y a pas... Et en fait, ce que vous trouvez, je dirais, pour moi, au début du décollage de l'Europe, je veux dire, c'est une crise religieuse dont la motivation n'est en rien économique. Le but de Luther n'était pas le développement commercial et industriel de l'Allemagne. Le but religieux est un but en soi et qui produit par, je dirais, on est presque tenté de dire, par hasard. Une éducation, je veux dire, l'éducation universelle n'est pas produite par hasard, elle est produite parce que ce qui est exigé de la société, c'est que tous les hommes, et dans le cas de la Suède, toutes les femmes, puissent lire les textes sacrés en langue vernaculaire, si on peut dire, puisqu'il y a une grande entreprise de traduction des textes latins en grec dans les langues vernaculaires. Donc vous avez une motivation religieuse qui n'a absolument rien à voir et qui va vous produire des populations totalement alphabétisées. Et il est bien évident qu'une population... Je veux dire, il faut rester simple. Une personne qui sait lire et écrire est capable de lire un mode d'emploi. Vous voyez, il ne faut pas aller chercher des choses extrêmement compliquées. Il est évident que des gens qui savent lire et écrire vont être plus efficaces sur le plan de leur activité économique, rationnelle ou autre, que des gens pour qui le monde est un monde informe et où les caractères de l'alphabet n'ont aucun sens. Alors là, quand même, à ce stade, on est confronté, je dirais, à un problème, c'est que le pays qui a fait la révolution industrielle, l'Angleterre, n'était pas le plus alphabétisé. Les pays les plus alphabétisés, l'Allemagne, en tout cas l'Allemagne protestante, était plus alphabétisée. La Scandinavie était plus alphabétisée. Dans les îles britanniques, l'Écosse était plus alphabétisée que l'Angleterre, dont le niveau d'alphabétisation était supérieur à celui de la France, très supérieur à celui de l'Europe du Sud, mais n'était pas d'un niveau exceptionnel. Alors ce qu'on va trouver, il me semble me souvenir qu'à ce stade, on entend parler d'une Angleterre richement dotée en minerais de fer et en charbon. Là, moi, je suivrais plutôt Macfarlane et moi-même, et j'atteindrais ou j'utiliserais
les structures familiales comme élément explicatif. J'ai dit dans la trop rapide présentation des structures familiales, et en particulier de la famille souche, que la famille souche est un système, donc l'Allemagne, la famille souche, est un système qui est formidable pour transmettre, pour perfectionner, mais qui oscille toujours entre dynamisme et rigidité. Donc la famille souche est quelque chose d'extrêmement efficace pour l'alphabétisation universelle, au-delà du protestantisme. Dans un régime en système familial souche, si une génération apprend quelque chose, ça sera transmis à la suivante. Il n'y aura plus de régression. Dans le cas de l'Angleterre, famille nucléaire absolue, vous pouvez, localement, à certaines époques, observer des régressions de l'alphabétisation. Et l'existence de la famille souche va vous expliquer la qualité de l'artisanat allemand, des taux d'alphabétisation de l'Allemagne du Nord qui sont supérieurs à ceux de l'Angleterre, mais ça va aussi vous expliquer pourquoi l'Allemagne n'a pas pu faire la révolution industrielle. L'Allemagne, il y avait du fer et du charbon, et l'Allemagne du Moyen-Âge, ou la fin du Moyen-Âge, ou la Renaissance, au début de la Renaissance, était beaucoup plus développée, en un sens général, que l'Angleterre. Mais dans l'explication que je propose, la famille souche est quelque chose qui vive la perfection, mais qui ne peut pas mener à des ruptures brutales, en fait. La continuité des traditions artisanales, vous voyez, ce principe de transmission, de continuité, exclut la possibilité même d'une révolution industrielle, c'est-à-dire d'un changement brutal de l'ensemble des techniques de production, complètement endogène. L'Angleterre, c'est différent. L'Angleterre avait un bon niveau de développement éducatif, un bon niveau de développement commercial, mais la famille nucléaire anglaise est par essence plasticité. C'est un système dans lequel vous pouvez, à certaines époques, dans certains lieux, trouver des parents qui savent lire et des enfants qui ne savent pas lire. Mais ce que vous pouvez trouver, c'est tout est discontinuité dans l'histoire anglaise. Vous avez des discontinuités générationnelles, et bien entendu, la famille nucléaire absolue va vous donner une structure sociale générale beaucoup plus plastique et capable de changement. Et dans le genre de modèle que je propose, ce qui explique que ce soit l'Angleterre qui ait fait la révolution industrielle, au-delà de la présence évidemment nécessaire de charbon et de fer, et de la présence nécessaire d'un niveau d'éducation relativement élevé, c'est la plasticité de la structure sociale autorisée par la plasticité des structures familiales. Et le cœur de la révolution industrielle, ce n'est pas simplement des techniques de production nouvelles, c'est simplement que l'Angleterre, je dirais, a changé de forme socio-économique, je veux dire, en quelques siècles. C'est-à-dire, c'était une société agricole, l'agriculture s'est transformée, s'est concentrée, le prolétariat agricole a été déraciné, la classe ouvrière, je veux dire, ça a continué au XXe siècle, on va le voir, à l'époque de la globalisation, mais je veux dire, l'Angleterre était, semble-t-il, plus capable de procéder en fait à un déracinement de sa population paysanne. La famille nucléaire absolue, c'est ça. Donc vous voyez, vous obtenez, pour revenir dans l'axe du sujet, à aucun stade, je n'ai nié l'existence de mécanismes économiques, et à chaque stade, il aurait fallu les réintroduire, mais tout ça s'est passé, je veux dire, ce que l'utilisation des notions de subconscient éducatif, de subconscient ou d'inconscient religieux, d'inconscient familial vous donne, c'est que ça vous permet, je dirais, d'une façon quand même relativement bien modélisée, simplifiée,
On n'est pas dans une sorte de purée culturelle sur l'esprit des peuples ou des variables magiques ou des trucs très très compliqués. Donc vous pouvez formaliser de façon relativement raisonnable des variables qui vous permettent d'expliquer pourquoi c'est en tel lieu, dans telle société, plutôt que dans telle autre, que telle phase a été atteinte. L'éducation universelle en Allemagne, la révolution industrielle en Angleterre, avec ce point, je dirais, cette espèce de tâche aveugle initiale de départ, qui est que tout ça commence par une révolution religieuse, en fait, et donc dans une sorte d'irrationnel absolu. Et donc, au bout du modèle, on obtient quand même exactement le contraire de la vision classique de l'économie, qui insiste sur la rationalité des processus. Voilà. Alors, maintenant, je vais prendre une deuxième étape, quand même, nous rapprocher du présent, voir ce que l'utilisation de ce genre de variables permet de faire avec le processus de la globalisation. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de nier l'existence des forces de marché. Je dirais, dans le cas de la globalisation, avec un processus comme le libre-échange et la mise en compétition ou en collaboration, chacun choisira pour lui-même ce qu'il veut dire, de l'ensemble des populations actives du monde, ou la tentative de constitution d'un marché mondial du travail, je veux dire, on pourrait même dire qu'il y a une sorte de visibilité accrue des processus économiques rationnels de calcul. C'est-à-dire, on a atteint même, le sommet de la cruauté rationnelle. Quand on analyse les processus de délocalisation, de calcul d'entreprise, qui, hors nation, concept national, culturel, compare du coût du travail dans tel ou tel pays et essaie de voir quel genre de taux de profit ou de retour sur investissement donnera un investissement en Slovaquie, en Pologne, en Roumanie, en Chine, etc. On pourrait dire que c'est une sorte de triomphe d'un certain type de rationalité économique. Alors, ce que le genre d'analyse que je propose permet de voir, c'est pourquoi les choses ont pu se produire à une certaine époque et où, et de comprendre certains effets extraordinairement, je dirais, paradoxaux du processus de globalisation. Alors, d'abord, on pourra faire exactement la même chose si on s'attache à la variable subconsciente éducative. On va pouvoir faire un peu la même chose, pas exactement, que ce que j'ai fait pour l'Europe. C'est-à-dire, je me souviens très bien, avant je crois que c'était dans le deuxième bouquin que j'avais fait d'application de mon modèle sur les structures familiales, un livre qui s'appelait L'enfance du monde, qui s'appelait Structures familiales et développement. J'avais analysé le développement éducatif de l'ensemble de la planète. Et bon, j'étais arrivé à une sorte de diagnostic tout à fait évident d'un mécanisme d'alphabétisation universelle qui s'était étendu bien au-delà de l'Europe, puisque à partir du pôle protestant, vous voyez le phénomène d'alphabétisation de l'ensemble du continent européen, s'étendant à l'ensemble de la planète et d'autant plus régulé, je dirais, dans son rythme, pas universel, mais régulé dans son rythme et son intensité par des phénomènes anthropologiques plus profonds comme les structures familiales. Donc j'étais arrivé à la conclusion que les systèmes familiaux du monde autoritaires, ce qui m'avait et un statut de la femme plutôt élevé, avaient de meilleures performances en termes d'alphabétisation, etc. Mais j'étais aussi arrivé à cette constatation que l'Asie
était universellement alphabétisée et que cette Asie était en vérité mûre, soit pour le décollage économique endogène, soit pour une intégration au marché mondial de la main-d'œuvre. C'est ce qu'on ne dit jamais, c'est-à-dire que les gens qui vous parlent de la globalisation, si vous regardez dans le temps, vous allez voir, effectivement, vous allez observer une certaine coïncidence dans le temps avec l'installation d'un marché mondial, l'émergence de la Chine et de toutes sortes d'autres pays, des hausses, voilà, globalisation des mécanismes économiques et émergence des pays. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le préalable à ce décollage, ça a été une alphabétisation universelle qui aurait, quel que soit le système économique, quelle que soit l'organisation économique, mené au décollage de la Chine, du Vietnam, de l'Indonésie, de la Turquie, de tout le monde. En vérité, il y a une sorte de confusion totale actuellement entre le moment de la globalisation, le décollage. Actuellement, je ne pense pas que les gens oseraient dire que la globalisation produit des effets merveilleux, mais je dirais une sorte d'ignorance d'un substrat de développement éducatif qui avait précédé cette mutation, ce choix d'un marché mondial. Alors on peut arriver à des résultats plus fins et on peut comprendre, surtout, pour moi c'est ce qui est le plus amusant, pourquoi l'établissement d'un marché mondial n'a pas du tout mené à des phénomènes de convergence nationale, mais plutôt a produit des phénomènes de divergence économique tout à fait ahurissants, y compris, je dirais, dans le noyau dur originel des pays développés. Je vais être plus précis. Je veux dire, et je vais parler de l'émergence dans les dernières décennies de formes différentes du capitalisme. En aucun cas, l'hypothèse de l'homo economicus ne vous permettra de dire pourquoi le capitalisme prend une forme différente dans tel ou tel pays. Ne vous permettra pas de dire pourquoi le capitalisme anglo-américain s'est révélé tout d'un coup passionné par le taux de profit immédiat, les activités financières, pourquoi les pays anglo-saxons se sont débarrassés de leur classe ouvrière comme ils s'étaient peu avant en termes de siècle, hein, ils s'étaient débarrassés de leur classe paysanne. L'Angleterre est un pays qui, au XVIIIe, XIXe, a liquidé sa paysannerie, et puis qui, au moment de l'ère Thatcher et après, a liquidé sa classe ouvrière. Une sorte de répétition, de plasticité tout à fait extraordinaire. Et ça ne vous permettra pas de comprendre pourquoi d'autres pays qui étaient à des niveaux de... Si on se met au moment du... On se place vers 1970 et on considère, ou 75, et on considère que l'Europe a en gros rattrapé les États-Unis en termes de niveau de développement, niveau de vie, société de consommation. Mais le Japon aussi a achevé son rattrapage séculaire. Et à partir des années 70, les gens constatent quand même que le capitalisme prend en Allemagne, les gens parlent de modèle rhénan, et au Japon, c'est autre chose, une forme assez différente. C'est-à-dire que vous n'avez pas, dans des pays comme le Japon, l'Allemagne, cette liquidation du monde ouvrier, une destruction d'ampleur égale de l'appareil industriel. Vous n'avez pas cette priorité du taux de profit. Vous avez au contraire, je ne fais que... Là, je répète et recoupe toutes sortes d'analyses qui ont été faites par d'autres. Quand je décris ces différences entre deux modèles de capitalisme, ou plus de deux modèles, je n'ai aucune originalité. En fait, ça a été fait par Michel Albert, par je ne sais plus quel néerlandais. Je n'ai pas travaillé là-dessus depuis un bon moment, donc je n'ai pas toutes les références bibliographiques en tête. Mais c'est,
veux dire, c'est le tout venant de l'analyse culturelle des systèmes économiques. Et donc, vous avez un deuxième type de capitalisme, donc capitalisme anglo-américain d'une part, flexibilité, marché financier, liquidation du monde ouvrier, obsession du taux de profit, puis de l'autre, le capitalisme allemand ou japonais, qui s'intéresse aux parts de marché, à la continuité de l'appareil industriel, avec une vision beaucoup plus verticale de la société. Et bien entendu, si vous n'avez que l'économie politique traditionnelle, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous pouvez à peu près, enfin, corrigez-moi si je me trompe, mais vous ne pouvez à peu près rien dire sur le plan explicatif. Mais si vous gardez en tête l'existence ancienne de modèles familiaux différents, si vous si vous admettez ou si vous acceptez de voir que certes ces modèles familiaux ont disparu formellement avec les paysanneries qui les portaient, mais si vous supposez que les valeurs de ces systèmes familiaux ont perduré au cœur des sociétés industrielles ou post-industrielles modernes, vous pouvez extrêmement facilement comprendre ce qui se passe. Sur les valeurs de la famille nucléaire anglaise, c'est la flexibilité. Au XXe, XXIe siècle, comme au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Et donc, vous comprenez très bien comment le monde anglo-américain a pu se débarrasser de son monde ouvrier, a pu se lancer, je dirais, dans quelque chose qui semble, malgré tout, une sorte de forme d'aventurisme sociologique. C'est-à-dire pour changer aussi rapidement, pour se lancer dans des révolutions comme les révolutions thatchériennes et réganiennes, il faut une certaine capacité d'aventurisme social, comme la révolution industrielle des 18e, 19e siècles avait été un aventurisme social en Angleterre. C'est une chose qu'on a quelquefois du mal à percevoir sur le monde anglo-américain. C'est un monde révolutionnaire et aventureux sur le plan social, qui accepte à intervalles réguliers de bouleverser sa structure économique et sociale, et qui ne s'effondre pas en plus, ou lentement. Et donc, je ne pense pas même. Et bien entendu, si vous avez l'idée que vous avez cette structure familiale extrêmement plastique, où les générations successives ne sont pas censées faire la même chose, vous pouvez comprendre. Si vous pensez que les valeurs fondamentales de la famille souche ont survécu sous une forme ou sous une autre dans des pays comme le Japon et l'Allemagne, vous pouvez, les valeurs de la famille souche, c'est la valeur fondamentale de la famille souche, c'est la continuité, c'est la transmission. Et donc, vous pouvez comprendre pourquoi les économies industrielles ou les sociétés industrielles allemandes et japonaises n'ont pas bazardé leur système de production, n'ont pas bazardé les professions qui vont avec, les professions d'ingénieurs, les professions de techniciens, les professions d'ouvriers qualifiés, et pourquoi vous allez observer dans ces pays, dans ces sociétés, que j'appelle sociétés souches, des phénomènes de, je dirais, de continuité économique beaucoup plus puissants. Alors, là où les choses sont vraiment intéressantes, quand on essaye de combiner, je dirais, le meilleur de l'analyse économique et le pire de l'analyse anthropologique, c'est-à-dire c'est de bien voir que le marché mondial, la globalisation, a mis en collaboration, concurrence, des sociétés ayant des bases anthropologiques différentes. Et en un certain sens, je ne sais plus si la théorie économique pense toujours que la mise en commun, en compétition des ressources, produit le meilleur des mondes pour tout le monde et des niveaux équivalents et des spécialisations positives. Mais pour moi, anthropologue, ce qu'a permis la globalisation économique, c'est une, je dirais, c'est une hystérisation des spécialisations anthropologiques. C'est-à-dire que c'est comme si
la mise au pot, la mise en commun des comportements, des ressources par le monde anglo-américain, mettons, et pour simplifier, le monde germanique et japonais, avait permis à chacun des deux systèmes, nucléaire et souche, de réaliser son potentiel au maximum, puisque les sociétés américaines peuvent s'imaginer libérer des tâches de production industrielle à un degré supérieur à ce qu'elles auraient pu imaginer si elles étaient restées séparées et autonomes, puisqu'on peut importer. Et au contraire, l'obsession productiviste allemande ou japonaise a pu s'exprimer avec une puissance renouvelée par la possibilité d'exportation. Et vous avez donc pas simplement l'explication de deux types de machinerie économique et sociale différentes se mettant en place dans le monde anglo-américain et dans le monde germanique ou japonais, mais une mécanique de complémentarité et l'apparition de deux comportements commerciaux absolument opposés et complémentaires, c'est-à-dire une prédisposition de toutes les économies de type anglo-américain au déficit commercial, qui est structurel, permanent, qui semble un trait d'organisation, et au contraire, l'émergence en Allemagne, comme au Japon, d'un excédent structurel. Et donc c'est comme si l'existence ou la mise en place d'une machinerie générale globalisée permettait en fait la réalisation la plus extrême des virtualités de chacune des économies. L'économie américaine du XIXe siècle était protectionniste. Elle était fermée sur elle-même, dans une certaine mesure, parce qu'elle recueillait beaucoup de capital venant d'Angleterre pour son développement. Donc, dans ce contexte fermé, quelles que soient ses caractéristiques, l'économie américaine est devenue la première puissance industrielle mondiale. Et de même, des contraintes symétriques pesaient sur les économies allemandes ou japonaises. Mais là, en un certain sens, le système asymétrique qui s'est mis en place entre monde anglo-américain et monde germanique et japonais est un effet de la globalisation. Alors, on peut dire aussi que ce mécanisme asymétrique n'est pas considéré comme trop choquant parce que ces systèmes culturels sont assez peu obsédés ou même intéressés par l'idée de symétrie. La symétrie est une obsession française. Mais la symétrie, elle va être dans les principes d'égalité des frères, etc. Mais l'Angleterre n'a jamais été très obsédée par la symétrie. La structure familiale de l'Allemagne ou du Japon originelle est fondamentalement asymétrique. Et donc on peut, il y a des grands frères, il y a des petits frères, il y a une sorte de... Et on peut comprendre comment des pays comme l'Allemagne et le Japon peuvent vivre paisiblement l'accumulation permanente, illimitée, d'excédents commerciaux. C'est important parce que tous les principes économiques, ces principes d'équilibre de marché, les principes d'optimisation, etc., vous disent, corrige-moi si je me trompe, évoquent des systèmes qui conduisent à l'équilibre. Et ce qui est très frappant dans ce qui se passe, c'est avec ces mécanismes asymétriques, etc., c'est qu'il n'y a absolument aucun mécanisme de retour à l'équilibre. Et sans l'hypothèse anthropologique, je crois que vous ne pouvez pas comprendre ça. Il y a des petits frémissements, comme par exemple liés à des accidents. Donc, après l'accident de Fukushima et le tsunami qui a ravagé le Tohoku, au nord du Japon, il y a un petit fléchissement de l'excédent commercial japonais. Mais pas vraiment, il reste là, si mes souvenirs sont exacts. De temps en temps, je regarde les tabulations à la fin de The Economist. Ils ont des très bonnes tabulations, tableaux de bord sur les grands pays du monde. À ma connaissance, je peux me tromper, mais le Japon était toujours excédentaire. Donc je vais terminer pour montrer, pour moi, je le dis franchement, la permanence de ces valeurs familiales
est quelque chose d'assez mystérieux, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai émis l'hypothèse d'un lien entre structure familiale paysanne traditionnelle et émergence, au moment de l'alphabétisation, d'idéologies différentes, libéral individualiste et peu égalitaire dans le monde anglo-américain, libéral égalitaire en France, autoritaire et inégalitaire en Allemagne, à des degrés divers, communisme en Russie ou en Chine, je pensais qu'il s'agissait d'un phénomène de transition. Je veux dire, comme partout, les ménages étaient en voie de nucléarisation, j'ai démarré dans l'existence quand même ce modèle avec l'idée que, bon, il y avait cette crise de transition, mais que les pays allaient ensuite plutôt converger vers un modèle libéral correspondant à la nucléarisation des ménages. Ça n'est pas complètement faux. C'est-à-dire que le communisme s'est effondré en Russie. La Russie actuelle, si on la compare à la Russie stalinienne, est extrêmement libérale. Mais je crois que les gens admettront qu'il y a des traces de communautarisme qui restent dans la société russe actuelle et qui vont expliquer, par exemple, que la Russie est devenue une démocratie autoritaire, je veux dire, réalisant indéfiniment le même président avec ou sans alternance par Medvedev, etc. Bon, le cas de l'Allemagne et du retour de l'Allemagne à la démocratie pluraliste n'est pas aussi probant que celui de la Russie, parce que la Russie s'est transformée elle-même, finalement, avec l'effondrement du communisme, alors que la chute du nazisme a quand même plutôt été assurée par les armées russes, américaines et anglaises. Donc on ne sait pas trop comment ça aurait tourné de façon endogène. Mais on peut imaginer le même processus d'affaiblissement. Mais quand même, la société allemande, quand je décris, pour revenir dans l'axe du sujet de conférence, quand je décris les sociétés avancées actuelles, je parlerai de sociétés individualistes, la France, l'Angleterre, les États-Unis, et je parlerai de sociétés à intégration collective forte. Je penserai à la Russie, bien sûr, mais je penserai aussi à l'Allemagne et au Japon. Et une bonne partie des dysfonctions de l'Europe actuelle viennent du fait que tout le monde, la plupart des commentateurs fonctionnent avec l'hypothèse individualiste, finalement. Un modèle de démocratie qui serait universel, qui ne concernerait que des individus, alors que la réalité, c'est que la mécanique européenne comprend des sociétés individualistes, effectivement, mais des sociétés à forte intégration collective, gardant une efficacité économique supérieure, des processus démocratiques réels mais différents, et que l'ensemble assure la divergence de l'Europe en termes d'efficacité économique et, je dirais, de comportements sociaux. Je vais terminer quand même sur le Covid, parce que j'étais quand même, je pense que ça a été pour nous tous une grande surprise, même pour ceux qui, comme moi, ne croyaient pas à la fin de l'histoire. Je n'avais pas pensé vivre une paralysie sociale générale produite par un virus nouveau, etc. C'était un véritable choc et on n'en est pas sorti, mais on peut déjà, je dirais, tirer quelques enseignements sur la façon différente dont les sociétés ont réagi à l'épreuve. Et très très vite, il est apparu qu'une ligne de faille, je ne suis pas le seul à l'avoir dit, j'ai lu un article américain sur ce sujet l'autre jour, qui d'ailleurs prenait toutes les sociétés du monde et calculait, procédait à quelques très belles analyses de corrélation et de régression. Il est d'ores et déjà évident que les sociétés, je dirais, de tradition autoritaire s'en sortent beaucoup mieux que les sociétés de tradition individualiste.
Si vous calculez le nombre de morts par habitant, je me maintiens à l'intérieur du monde développé, j'inclus la Chine, qui maintenant est à sa manière développée. Je veux dire, vous avez déjà comment dire, une correspondance manifeste qui s'établit, mais comment dire, il ne faut pas simplifier l'analyse. C'est-à-dire, je vais juste donner quelques éléments de réflexion. Il est clair que l'Allemagne s'en sort beaucoup mieux que la France. La contre-performance du Royaume-Uni est quand même tout à fait remarquable. Celle des États-Unis m'a moins surpris, puisque les États-Unis étaient déjà dans une phase de hausse de la mortalité avant la crise du Covid. Enfin, une baisse de l'espérance de vie pour les hommes blancs de 45 à 54 ans. C'était une caractéristique du début du troisième millénaire pour les États-Unis. Mais vraiment, la contre-performance de l'Angleterre a été quelque chose d'assez stupéfiant. La France, je dirais, a été raisonnablement nulle. Et on n'en est pas encore sorti. Bon, l'Europe du Sud, bon, l'Allemagne très bien. Je ne vais pas discuter du cas suédois. Le Japon, les Japonais s'inquiètent. Moi, je suis en contact très très fréquent avec le Japon, puisque j'ai beaucoup de liens et de publications au Japon. La Corée s'en est bien sortie, Taïwan s'en est bien sortie, la Chine s'en est bien sortie. Il y a une sorte d'évidence première, en fait, dans les performances. Et bien entendu, bon, la première chose à laquelle on pense, c'est la discipline sociale. Une sorte de discipline sociale. Mais il faut bien voir qu'avec la discipline sociale, en un certain sens, on pourrait se contenter de se dire, bon, bah, les Allemands, les piétons allemands ne traversent pas au feu vert. Et donc, ça va être plus facile de faire respecter des règles de traçage ou de respect de gestes barrières. Si vous ajoutez que quand vous garez mal votre voiture en Allemagne, vos voisins vous dénoncent, vous pouvez imaginer l'efficacité qu'on peut avoir dans le contrôle d'une épidémie. Bon, par rapport à un pays comme la France, où s'il y a des gendarmes postés en embuscade, les gens vous font des appels de phare. Ça se fait moins maintenant qu'autrefois. La France évolue vers le sérieux quand même. Quand j'étais jeune, c'était comme ça. Donc on peut se maintenir à un niveau anecdotique de ce type. Bon, la discipline sociale japonaise, je veux dire, on n'a pas à la démontrer. Mais je pense que il ne faut pas s'en tenir là. C'est-à-dire que, alors là, peut-être, on pourrait même tenter une réhabilitation d'un certain type de variable économique. On pourrait dire aussi, l'une des choses qu'on a pu vérifier en France, c'est que la destruction de l'appareil industriel, c'était quand même embêtant quand il fallait produire, je ne sais pas, des masques pour se protéger ou des médicaments pour soigner les gens. Apparemment, le seul domaine productif dans lequel la France est très performante, très vite, c'est le gel hydroalcoolique. Mais évidemment, on comprend tout de suite pourquoi. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Voilà, donc, on pourrait aussi bien dire peut-être que finalement, c'est les économies restées industrielles qui ont le mieux résisté. L'Allemagne est restée industrielle, le Japon est resté industriel, la Corée est industrielle, bon, la Chine, bien entendu, puisque la Chine s'est trouvée productrice de tous les biens, non pas simplement du virus, mais de tous les biens dont la planète avait besoin pour se protéger contre le virus. Une situation historique dont l'ironie apparaîtra peut-être un jour comme extraordinaire. Mais il faut bien voir, et peut-être je vais terminer là-dessus, je préférerais de beaucoup répondre à des questions sur le sujet, de voir qu'à un certain niveau, la résistance de l'appareil industriel, bon, j'ai parlé de la résistance de la famille souche, la Chine n'a pas la famille souche, la souche est communautaire, mais derrière la résistance de tous les appareils industriels, vous avez peut-être une variable
anthropologique beaucoup plus simple, pas forcément plus profonde, mais beaucoup plus stable, et que contrairement aux structures familiales paysannes traditionnelles, on peut mesurer au présent. Et cette variable anthropologique au présent, c'est le statut de la femme. C'est-à-dire que les économies industrielles, ou restées industrielles, et là j'intègre la Chine et autres, sont des économies, sont typiques de sociétés dans lesquelles un anthropologue aurait décelé la persistance d'un biais patrilinéaire et d'un statut de la femme plus bas. Et les économies les plus occidentales, France, Angleterre, États-Unis, sont des pays à statut de la femme beaucoup plus élevé. Et bien entendu, il existe un rapport entre l'industrie et le statut des hommes. L'industrie, pas forcément l'industrie textile du XIXe siècle, il ne faut pas généraliser, mais l'industrie telle qu'on l'avait à l'apogée des systèmes industriels d'après-guerre était un monde à prédominance masculine très très forte. Et il y aurait tout un champ de spéculation culturelle, anthropologique, sur les rapports qui pourraient exister entre statut de la femme, statut des hommes, dynamisme d'évolution culturelle dans le domaine des rapports entre les sexes, résistance et conservatisme dans le domaine des rapports entre les sexes, et résistance des appareils industriels. Là, je parle un peu de mes sujets de recherche actuels quand même. Je suis en train de passer à autre chose. Mais vous voyez, et donc en fait, je ne pense pas, je ne veux pas être démonstratif ou affirmatif. Donc je dis que vous avez une constellation de facteurs, autoritarisme, statut plus élevé des hommes, plus traditionnel, conservatisme, industrie résistant mieux, d'une part, et puis toutes les variables opposées, plus de féminisme, plus de libéralisme de mœurs, etc., effondrement des appareils industriels. Et si vous prenez tous ces éléments ensemble, peut-être que vous aurez une très belle interprétation de la répartition des dégâts du Covid à la surface, pas de toute la planète, mais pour le monde développé. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Enfin, si c'est d'accord. Ça va marcher, voilà, il faut un peu de temps. Merci beaucoup pour cet exposé que j'ai trouvé très pédagogique, hein, qui reprend voilà, tes travaux anciens, mais qui met aussi au goût du jour avec la question du Covid. Bon, moi, j'ai des questions évidemment à te poser, mais je pense que ce qui serait bien, c'est que, voilà, c'est que dans la salle, si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas. Alors, pour des raisons sanitaires, je ne peux pas faire passer le micro à tout le monde. Donc, ce que je vais faire, c'est que si vous avez une question, ben, vous vous levez, vous la posez. Et puis moi, je la répéterai à la fois pour la caméra, puis pour qu'on soit sûr que tout le monde est bien entendu. Tenez, j'ai Oui. une très belle existence. Je vais vous montrer quel est le Japon. La précision japonaise. Je suis désolé. Bonjour, monsieur Todd. J'ai eu la demande du Japon concernant votre facture. Il paraît, quand on fait le prélèvement à la source des étrangers non habitants au Japon, ce n'est pas 20%, c'est 20,42%. Voilà un pays où on peut résister au Covid. Oui, même. Je peux tendre le micro. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cet exposé très intéressant, évidemment. J'ai une petite question sur la capacité dans les schémas que vous avez proposés, la capacité qu'a eu le système éducatif à contrer les modèles qui étaient les modèles familiaux que vous indiquez se reproduire finalement de manière systématique. Est-ce que vous avez des exemples dans lesquels il semble qu'il y ait eu une intervention du système éducatif pour modifier cela, ou est-ce que le système éducatif finalement ne fait que reproduire ce que la société lui demande? Non. Non, d'abord, il faut bien voir, il faut
Si on s'en tient au niveau de l'instruction primaire, en fait, la capacité d'apprendre à lire et écrire, elle est universelle et à des rythmes variés, et elle va finir par couvrir l'ensemble de la planète. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand je parle du rapport des systèmes familiaux à l'éducation, je parle en termes de potentiel d'accélération. Je ne dis pas qu'ils fabriquent quelque chose de différent. Hein, donc ça c'est une première chose. Quand on arrive au niveau des études supérieures, je ne sais pas trop. Alors, il y a aussi quand même l'empreinte d'une variable religieuse. Donc, si vous prenez les pays scandinaves actuels, vous n'y trouverez pas, même à aucune époque, je pense que la famille souche n'a dominé la Scandinavie. Je pense que c'est l'une des plus longues erreurs de mon existence d'avoir classé la Suède comme pays de structure familiale souche. Et le niveau éducatif de la Scandinavie est parmi les plus élevés du monde. Donc vous voyez, il n'y a pas de... il n'y a rien de mécanique. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que on a du mal à... quand on arrive à des niveaux éducatifs très très élevés, c'est difficile d'en sortir. Hein, parce que prenez par exemple, prenez les États-Unis actuels, qui ont un système éducatif supérieur assez diversifié et autres. L'un des problèmes des États-Unis actuels, c'est la surperformance éducative des Américains d'origine asiatique, hein, coréens, japonais, chinois, dont les systèmes familiaux, et pas seulement la tradition confucéenne ou l'attention à l'éducation, produit ou encourage ou reproduit des disciplines de comportement qui permettent des études longues, difficiles et d'être compétitifs dans ce domaine. Moi, j'ai le sentiment que en fait, je suis en train de dire deux choses complètement contradictoires. D'un côté, je dis que il n'y a pas que les systèmes éducatifs. D'un autre côté, je dirais que dans l'ambiance de massification et d'affaissement des systèmes éducatifs avancés, quand même, puisque les deux choses existent en même temps. Je ne parle pas du tout d'un point de vue réactionnaire. Pour moi, c'est tout à fait empirique et c'est quelque chose que je n'attendais pas du tout. Il est clair que l'appui sur un système familial ou des restes de valeurs familiales, de discipline ou d'attention à l'éducation des enfants doit être un effet qui se renforce actuellement. C'est un pari. Hein. J'essaie de répondre à votre question. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Non? Je vous sens dubitatif. Ah bah, de toute façon, là, moi, c'est là-dessus que je travaille en ce moment. J'ai fini par faire face, sortir de mes systèmes familiaux traditionnels et de voir leur effet sur les choses sociales autres que la famille et de centrer mes recherches sur l'évolution des systèmes familiaux eux-mêmes, ce qui est très difficile en fait, puisque vous avez une apparence de désintégration avec la disparition du mariage traditionnel, l'évolution des rapports entre les sexes, et tout ça est bien entendu en interaction, puisque l'une des choses qui se passe à l'échelle de la planète, c'est le dépassement éducatif des hommes par les femmes, quand même. Mais en fait, quand même à des degrés très variés selon les cultures. C'est extrême, et les résultats sont quelquefois étonnants. C'est-à-dire, j'avais calculé des espèces de sex ratio, j'avais rapporté la proportion des filles d'une génération faisant des études supérieures à la proportion de garçons.
d'une génération faisant des études supérieures. Et dans mon souvenir, on était... le monde anglo-américain apparaissait féministe, mais sans excès, à 110, c'est grâce au 110. Mais en Scandinavie, on devait monter à 100, enfin en Suède à 140. En Russie, d'une façon plus étonnante, à 130. La Russie semble avoir fait un basculement, je n'ose pas parler de basculement matrilinéaire. Je crois que la France, je ne garantis pas les chiffres, était à 120, un truc comme ça, donc au-dessus du monde anglo-américain. Mais l'Allemagne n'était même pas à 100. Donc ce que je te disais sur la permanence d'un trait patrilinéaire dans la culture allemande, associé à la résistance industrielle, aux métiers techniques, etc., et se sent aussi dans l'évolution du système éducatif. Donc, mais là, on a... je ne sais plus... Si vous, comment dire, le problème quand on travaille sur des variables... Bon, vous travaillez sur des sociétés, vous essayez de les décrire et de les comprendre. Donc vous êtes forcé de tronçonner la réalité. Vous allez dire, il y a le champ économique, il y a le champ politique, il y a le champ éducatif, il y a le champ familial, mais c'est assez conventionnel. J'ai fini par m'en rendre compte en travaillant sur les chasseurs-cueilleurs. Si vous travaillez sur les chasseurs-cueilleurs, où la division du travail est essentiellement une division sexuelle du travail, si vous travaillez sur les chasseurs-cueilleurs, la segmentation entre strates économiques et strates familiales va être un peu tirée par les cheveux. Vous voyez ? Et j'ai l'impression, enfin le trouble dans lequel me met votre question, me laisse penser que quand on en arrive là où on est maintenant, je ne suis plus tellement certain que la distinction entre champ familial et champ éducatif soit tellement performante. Oui, c'est comme une sorte de masse en évolution où les études supérieures des enfants sont tellement imbriquées avec la structure familiale, finalement, que je serais bien embarrassé pour vous répondre. On va passer à une autre question. Je voudrais vous soumettre le raisonnement suivant à partir de votre hypothèse anthropologique. Peut-être est-ce que ce raisonnement aboutit à des résultats aberrants, vous allez me dire. J'ai le sentiment aujourd'hui que la structure familiale devient une structure qu'on pourrait peut-être appeler nucléaire-nucléaire. Je veux dire par là que l'individualisme sombre dans la solitude, de sorte que la famille est composée d'un individu, mais qui va faire famille à partir du moment où la fonction de reproduction est dans le marché. Je pense par exemple aux Pays-Bas, une femme peut par catalogue choisir le sperme de son géniteur pour avoir l'enfant qu'elle souhaite. De sorte que cette nouvelle structure familiale, si vous l'admettez, eh bien, nous permettrait peut-être, compte tenu de ce que vous avez présenté jusqu'à présent, de faire cette fois-ci non pas d'avoir une vision rétrospective, mais une vision prospective. Je veux dire par là qu'une nouvelle structure familiale peut engendrer une nouvelle forme d'homo economicus. Je le dis au passage, j'ouvre une parenthèse, la structure familiale explique aussi en grande partie l'homo juridicus, mais on peut évoquer ça ailleurs. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire et le raisonnement que je vous propose. Deuxième chose, et j'arrêterai, deuxième raisonnement qui me trouble un peu, lorsque vous dites à propos du Covid que les pays autoritaires maîtrisent davantage la pandémie que les autres pays. J'en doute pour ma part, compte tenu des informations qui sont bien moins nombreuses fournies par les pays autoritaires que par les pays qui ne le sont pas. Je veux dire par là que la maîtrise des médias, la maîtrise de l'information, la maîtrise des données publiques est telle que j'ai l'impression que l'information est largement incomplète pour ces États. Alors, je réponds d'abord brièvement au deuxième élément, c'est que quand je parle de structure, de pays à structure autoritaire, je n'ai pas juste en vue des pays comme la Chine ou le Vietnam. Dans mes catégories anthropologiques, l'Allemagne et le Japon, quel que soit mon amour du Japon, sont des sociétés autoritaires. C'est autoritaire au sens de fort encadrement de l'individu par la collectivité avec des normes sociales très strictes, bien appliquées, etc. Et ça, c'est des pays qui ont des formes politiques démocratiques, la liberté d'information et dont tous les chiffres sont parfaitement corrects.
Et vous voyez, donc c'est pas ça. Alors, en ce qui concerne ce que vous évoquez sur la famille du futur, si on peut dire, là, je ne prendrai pas les choses comme ça, et je pense que vous tombez dans une sorte, pour moi, technicien de ces choses, vous tombez dans un, je dirais, je vais essayer de forger l'expression tout de suite, spécialement pour vous, minoritaire sensationnaliste. C'est-à-dire que vous sans même regarder les données, vous attirez l'attention sur des comportements extrêmes, significatifs, mais extrêmes et ultra minoritaires. C'est-à-dire que pour les Pays-Bas, ou pour n'importe quel pays, le gros du mode de vie, c'est des couples hétérosexuels qui font des enfants. Vous voyez ? Et donc, l'existence d'une acceptation pleine et entière de toutes sortes de comportements qui auraient été autrefois considérés comme intolérables, l'utilisation de nouvelles techniques de reproduction et autres, c'est une chose, c'est important, ça nous dit quelque chose sur l'état d'esprit des sociétés, mais il n'est absolument pas évident pour moi que c'est une représentation réaliste du futur. Vous voyez ? Je pense que le monde est beaucoup plus normal qu'on ne se l'imagine. Par contre, les représentations idéologiques de ce monde par lui-même mériteraient discussion. J'ai une autre question ici. J'aurais voulu savoir, en fait, vous avez parlé brièvement de la Chine, et par rapport à son modèle familial, pour vous, il est égalitaire, autoritaire. Parlez un peu plus fort. Pour vous, le modèle familial de la Chine, il est égalitaire, autoritaire. Du coup, j'aurais voulu savoir comment vous expliquez son évolution, l'évolution de son socialisme qui est devenu particulier avec un capitalisme contrôlé par les partis, et comment vous expliquez ça par rapport au système familial. Cette évolution, comment elle s'explique selon vous? Et j'aurais aussi voulu savoir, pour vous, ce qui se passe en Chine avec, par exemple, à l'Est, où l'individualisme se développe, où il n'y a plus de famille, ça devient une famille nucléaire. Et pour vous, quelle influence vous pensez que ça pourrait avoir dans les prochaines années sur la Chine et son fonctionnement? La Chine. Je complète la question, parce que j'avais la même question sur la Chine, le modèle anthropologique chinois. Je veux dire, on parle de plus d'1 milliard d'habitants, d'une société extrêmement complexe. Et je voulais savoir si, si la catégorisation que tu as proposée fonctionnait aussi pour la Chine, ou comment concrètement le système anthropologique pouvait expliquer le communisme, et aussi, je rejoins la question, l'arrivée dans le capitalisme actuel de la Chine. Alors, je dirais que pour moi, la Chine, c'est vraiment le non-problème théorique. Vraiment. Alors d'abord, c'est l'un des cas d'école d'association de l'émergence du communisme et d'une famille communautaire. La famille communautaire chinoise, le père, ses fils, etc., est l'un des cas classiques, l'une des plus dures d'ailleurs en termes de rapport d'autorité entre générations. Donc le modèle associant les valeurs de la famille chinoise à l'émergence du communisme, ça marche très bien. On va dire, si je n'avais pas eu la Chine, je n'aurais pas créé le modèle. Il n'y a pas de... Avec le quart de la population de la planète, ça aurait été quand même pas très, très sérieux. Mais donc, au départ, c'est ça. Alors, en ce qui concerne les évolutions récentes, pour les évolutions économiques, on reste, je dirais, peut-être finalement, comme dans le cas de la Russie, mais autrement, dans le cas d'une économie qui accepte les règles du marché, mais garde une forte empreinte communautaire. La place de l'État dans les entreprises chinoises, qu'elles respectent ou non les règles du marché, est énorme. La représentation de la Chine comme d'une économie capitaliste non étatisée est totalement ridicule. On pourrait dire que les entreprises chinoises à fort contrôle étatique sont des entreprises qui jouent le jeu du marché et qui ne jouent pas d'ailleurs les règles. Bon, voilà. Mais en plus, et ça c'est ce qui les distingue de la Russie, la Chine a fait un développement, je dirais, extroverti par les exportations qui n'a pas été décidé par le régime lui-même. Le régime l'a accepté.
Mais pour moi, la Chine est un cas typiquement bâtard d'innovation par sollicitation extérieure. Ce qui a fait le décollage chinois, c'est l'investissement occidental, d'abord américain, puis japonais, européen. Donc on a un système totalement spécifique, mais qui ne contredit en aucun cas l'hypothèse d'une permanence de valeurs autoritaires. Alors, l'égalitarisme est un problème. C'est-à-dire que cette mécanique a produit un développement des inégalités exceptionnel en Chine, qui est la terreur des dirigeants chinois. Parce qu'en fait, je pense que l'égalitarisme chinois est toujours là, et en fait, la combinaison d'une montée en interne des inégalités, ville-campagne ou même à l'intérieur des villes, associée à un système culturel qui doit rester égalitaire, est une menace extraordinaire pour le système. Je pense que moi, j'ai beaucoup regardé les choses d'un point de vue japonais, puisque j'ai une affinité personnelle au Japon, et donc j'ai bien observé l'instrumentalisation de conflits très anciens liés à la Deuxième Guerre mondiale, enfin une sorte de nippophobie. Pour moi, je l'associe tout à fait à cette peur de l'instabilité interne de la Chine. Alors, il y a un élément qui permet, je dirais, de prouver la permanence des valeurs familiales chinoises et même un certain type de réversion à des valeurs plus traditionnelles qu'à l'époque du communisme. Alors, sur le plan familial démographique, la Chine s'est modernisée. C'est-à-dire la Chine doit être... alors les chiffres, la Chine est le seul pays du monde dont même les données démographiques soient peu fiables. Et mettons 1,6 enfants par femme, un peu plus, un peu moins. Après une transition démographique extrêmement rapide qui va faire, selon le mot des démographes, la Chine sera vieille avant d'être riche, en fait, dans la masse de sa population. Mais la baisse de la fécondité chinoise a mis en péril la préférence chinoise pour les garçons. La Chine est un système très patrilinéaire, beaucoup plus que le système russe, en fait. Il faut avoir des garçons pour le culte des ancêtres, etc. Et donc, si vous tombez au-dessous de 2 enfants par femme, la probabilité de ne pas avoir de garçons devient très, très élevée. Et donc, l'une des réponses qui mêle de façon absolument spectaculaire modernité et respect des normes traditionnelles, c'est l'avortement sélectif des fœtus de sexe féminin, qui vous permet d'augmenter la probabilité d'avoir un garçon en situation de basse fécondité. Alors, donc le sexe ratio, c'est le nombre de bébés de sexe masculin par rapport aux bébés de sexe féminin. Il y en a plus. Dans une population eurasiatique standard, le sexe ratio doit être c'est pour 100, donc c'est 105-106. D'accord ? Et donc, dès que le sexe ratio monte à 107, vous pouvez vous dire qu'il y a donc le sexe ratio à naissance, vous pouvez vous dire qu'il y a de l'avortement sélectif. D'accord ? La Chine, c'est 118. Donc, si vous êtes à 118 de sexe ratio, peut-être c'est un peu moins parce que certains enfants ne sont pas déclarés à cause des... Voilà, bon. Mais c'est que vous avez la preuve, je dirais presque matérielle, de ce que des valeurs familiales traditionnelles sont vraiment très vivantes. Hein ? Ça a bien entendu remplacé l'infanticide sélectif des bébés de sexe féminin, mais c'est bien la tradition. Alors, si on peut dire, la Chine n'est pas du tout dans son cas. En France, nous avons l'un des meilleurs spécialistes de la question, qui s'appelle Christophe Guilmoto, Guilmoto, qui a suivi avec attention l'évolution. Et en fait, il y a des tas de pays dans lesquels le sexe ratio augmente. Je crois que ça commence au Vietnam. Je crois que les sexe ratios sont assez élevés en Géorgie, Azerbaïdjan et Arménie. Oui, je suis l'actualité. Le Kosovo a l'air d'être bien parti. Il est un peu plus loin que la ligne de départ. C'est toutes les cultures patrilinéaires, en fait.
Je dois oublier quelques pays. En Corée, il y a eu un petit sursaut, puis c'est retombé. Le gouvernement a quand même fait ce qu'il fallait pour convaincre les populations de ce que ce n'était pas une bonne idée. Mais si vous voulez, c'est très, très intéressant cette étude du sex ratio parce que ça montre à quel point les Occidentaux vivent dans un nuage. En fait, si vous êtes un Occidental, je ne suis que l'un d'eux, hein, mais avec les chiffres sous les yeux. Et donc, nous, on vit, vous avez des rapports, le Gender Gap Report, où on étudie les progrès du statut de la femme dans le monde et on lance des avertissements contre les pays qui n'évoluent pas dans le bon sens, etc. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il est probable qu'il y a toute une partie du monde où, en fait, l'évolution est tout à fait à l'opposé, vers un retour à des statuts de la femme beaucoup plus bas, et au contraire, où le principe patrilinéaire achève la conquête des territoires. Vous voyez, en Chine, par exemple, à l'origine, toute la partie côtière au sud de Shanghai, en allant vers Canton, montrait des traces d'un statut de la femme plus élevé, avec des héritages. S'il n'y avait pas de garçon, on utilisait la fille, on faisait entrer un mari-gendre, etc. Et pourtant, dans ces régions-là, le sexe ratio augmente. Ce qui veut dire qu'en fait, le principe patrilinéaire est en train, sans doute, de se renforcer en Chine. Parce que le communisme exerçait un certain type de contrôle là-dessus. Le communisme était assez féministe. Je sais que maintenant, on n'oserait plus dire de bien de communisme en aucune circonstance, mais le communisme était très féministe, très militant. Et donc, l'effondrement du communisme a partout correspondu à un abaissement du statut de la femme. En Allemagne de l'Est, d'ailleurs, comme en Chine. Il y a un autre pays dont je n'ai pas parlé, où le sexe ratio évolue de façon plutôt inquiétante. Et bien entendu, c'est l'Inde. Alors l'Inde du Nord, le Pendjab, était très connu pour ses sex ratios de l'ensemble de la population totalement déviants, parce qu'ils pratiquaient l'infanticide des bébés de sexe féminin. Mais de même qu'en Chine, le sex ratio monte en Chine du Sud, où le statut de la femme était plus élevé, le sex ratio commence à s'élever dans certaines régions de l'Inde du Sud, où le statut de la femme était plus élevé. Vous voyez, donc c'est là, vous voyez, c'est même plus le problème du communisme ou de l'économie. Dans des pays comme l'Inde et la Chine, vous voyez les variables anthropologiques traditionnelles qui fonctionnent tout à fait indépendamment de nos normes et de nos croyances. Mais bien entendu, il y a des économies qui sont encastrées dans ces valeurs différentes et dans lesquelles il y a des fonctionnements de loi du marché, plus ou moins parfaits ou non. Juste pour prolonger un tout petit peu, est-ce que cette inégalité entre les sexes n'est pas incompatible avec le principe d'égalité qu'est censé porter la famille communautaire, du coup? Ah ben non, la famille communautaire, c'est la grande différence entre l'égalitarisme français, de la famille nucléaire égalitaire, qui est un égalitarisme pour les enfants des deux sexes, même plus que dans le monde anglo-américain, finalement, sans doute. En fait, le statut de la femme française traditionnelle était sans doute pas mal, hein, par rapport à ce qui existait. Mais la famille communautaire, c'est l'égalité des garçons avec exclusion des filles. Hein, donc c'est vraiment... Alors, avec cette bizarrerie russe, qui tient sans doute au fait que la famille communautaire patrilinéaire de la Russie était une création relativement récente, ça paraît certainement après le XVIIe siècle, c'est que le statut des femmes russes est resté anormalement élevé par rapport à l'architecture familiale générale. Donc vous avez en Russie, c'est d'ailleurs sans doute ce qui explique le dynamisme russe dans l'histoire. C'est-à-dire une combinaison d'un système patrilinéaire très bien développé, avec d'énormes familles paysannes, mais un statut de la femme qui est quand même resté élevé. Donc tout à l'heure, j'ai dit d'une façon dont je puis assurer qu'elle n'était pas malicieuse, que les sociétés les plus féministes avaient peut-être moins bien résisté au Covid. Maintenant, je corrige cette impression erronée de malice en disant que, je l'avais dit avant, que les sociétés à statut de la femme élevé sont bien meilleures en performance éducative. Et donc ça permet vous voyez, donc c'est...
Mais c'est toujours pareil, quand vous rentrez dans des variables anthropologiques, il y a les modèles généraux, et puis quand même, quand vous étudiez tel ou tel type de société, il faut aller dans le détail, voir les nuances nationales, régionales. Alors, autre question. Je profite pour dire, il reste à peu près 25 minutes, hein, donc on a le temps. Oui, et juste une petite remarque, parce que pour les juristes, c'est vrai que dire qu'en France, il y a eu une égalité homme-femme très tôt, il y a eu quand même la loi Salic, il y a le droit de vote des femmes, c'est 1944. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu en contradiction de voir que quand même les textes ne disent pas tout à fait quand même qu'on était sur des conceptions égalitaristes en dehors du Sud-Ouest, où effectivement, là, il y avait la primauté du garçon et la famille souche bien établie, mais c'est vrai que même dans le reste du territoire, est-ce que cette égalité, quand même, elle était aussi avérée que ça? Je n'ai pas parlé d'égalité absolue. En fait, ce qu'on apprend en anthropologie, c'est que dans 99% des cultures du monde, vous aviez à l'origine un principe de prédominance masculine. Je veux dire, les seules sociétés sur lesquelles on pourrait avoir des doutes, c'est les sociétés antillaises, ayant eu l'étape de l'esclavage dans leur histoire avec destruction du statut masculin. Donc, par exemple, vous allez trouver, pour beaucoup des populations noires du Nouveau Monde, des situations dans lesquelles les femmes apprennent à lire plutôt que les hommes. Donc, une avance féminine dans l'acquisition de ces savoirs de base. Mais dans l'ensemble, le principe de prédominance masculine qui se manifeste par une alphabétisation, par exemple, des hommes qui précèdent, à des degrés très variés d'ailleurs, qui précèdent celle des femmes, c'est un universel. Je ne vais pas dire un bon universel, un universel concret, empiriquement constaté. Simplement, dans ce cadre, vous avez quand même des nuances très importantes des statuts. Et en ce qui concerne la France du Nord, la seule chose dont j'ai parlé, c'est de l'égalité des enfants, garçons et filles, devant l'héritage. C'est tout. Donc c'était une bonne situation dans un univers globalement défavorable. Alors, autre question. Question davantage méthodologique sur à la fois vos modes de collecte de données et de type de données que vous collectez. Vous parliez des variables anthropologiques que vous étudiez. Est-ce que vous les faites évoluer? Qu'est-ce qui préside au choix de ces évolutions de variables? Et vous êtes anthropologue. Est-ce que vous utilisez des méthodes qualitatives, ethnographiques? Est-ce que vous-même, vous vous mettez en situation d'observation? Ou est-ce que vos méthodos sont uniquement statistiques? Alors non, moi je ne suis pas un anthropologue de terrain. La seule population étrange que j'ai observée de près, c'est les Anglais de Cambridge, qui sont quand même assez spéciaux aussi à leur manière. Hein. C'est un terrain. Et puis mes copains au lycée international de Saint-Germain-en-Laye, néerlandais ou autres, c'est mon seul terrain, si on peut dire. Donc je ne suis pas d'anthropologue de terrain. Et je pense que beaucoup d'anthropologues m'en veulent beaucoup d'utiliser leurs données. Alors, moi, mes données, là, ce que j'évoque, peut-être avec une certaine légèreté, j'en parle après. Donc j'ai dû commencer ma thèse sur en 1971. Je vous laisse calculer. Je ne dois pas être loin du demi-siècle de travail sur les structures familiales, quand même. Vous voyez ? Et donc j'ai commencé en étudiant des listes d'habitants du XVIIIe siècle, en analysant la structure des ménages, en combinant avec l'analyse des règles d'héritage dans ces régions. Donc ça, c'est tout un pan qui vient de la démographie historique. Et puis j'ai lu des centaines de monographies faites par des anthropologues de terrain. Et en fait, ce que j'évoque, semble-t-il, peut-être de votre point de vue avec un peu de légèreté, etc., ça représente je ne sais combien de milliers d'heures de travail sur... Vous voyez, c'est une vie de recherche. Donc maintenant, et donc de recherche dans laquelle j'ai passé comment dire, aussi une bonne partie de mon temps à corriger des erreurs successives. Je veux dire, si vous voulez prendre confiance dans mes données, si ça vous amuse, il y a des chercheuses néerlandaises qui ont confronté l'échantillon que j'utilisais dans mon premier bouquin
sur les structures familiales et idéologiques, la troisième planète, structure familiale idéologique, qui en anglais s'appelait The Explanation of Our Ideology, et l'échantillon et la classification G, et qu'il a confronté à un échantillon anthropologique classique qui est celui de Murdoch, George-Peter Murdoch, et la conclusion auquel ils arrivent, c'est que, bon, en gros, ça colle, quoi, je suis un mec sérieux, hein, mais que mon échantillon est plus faible sur l'Afrique et meilleur sur l'Europe. Ce qui est tout à fait logique dans la mesure où Murdoch a travaillé spécifiquement sur l'Afrique et les anthropologues aussi, et que moi j'avais l'avantage, ce que n'ont pas les anthropologues, c'est-à-dire que moi, si vous voulez, l'anthropologie qui prétend se renouveler, qui s'efforce d'échapper à l'occidentalocentrisme, etc., n'a jamais vraiment réussi à regarder les peuples européens développés comme dignes d'attention au même titre que les primitifs. Et donc, il y a eu quelques monographies sur des communautés, mais sur les Irlandais, vous voyez, vous êtes anglais, vous travaillez sur les Irlandais, est-ce que vous êtes vraiment sorti du champ de la primitivité? C'est une question qu'on peut poser. Mais, et donc, l'anthropologie classique est quand même très très faible sur l'Europe, et la démographie historique, les études sur la famille, lancées par mon directeur thèse Laslett, ont quand même, qui a repris les analyses de Leplet du XIXe siècle, a énormément enrichi la connaissance. Et donc moi, je travaille en fait avec un système de double donnée. D'abord, tout ce qu'a pu produire l'anthropologie sur l'ensemble du monde, mais j'ai aussi les données avec la profondeur historique sur l'Europe. Voilà, je sais pas si... Mais sans ça, mes données sont très, très hétérogènes quand même. Et je pense que je procède de manière peut-être informelle à une sorte de critique, d'ajustement, de pondération qui permet de bien sentir les systèmes, mais j'ai reculé à cause de cette mécanique. Je n'ai pas fait de calcul statistique de corrélation de vérification, parce que la façon dont j'avais réuni et travaillé mon échantillon, je pense que ça aurait été de l'escroquerie. Je pourrais très facilement faire un échantillon dedans en montrant une correspondance significative, hallucinante entre communisme et famille communautaire. Je sais fabriquer un beau coefficient de corrélation, mais je ne l'ai pas fait parce que je pense que ça n'aurait pas été honnête. Bonjour. Du coup, moi j'avais une petite question, parce que du coup, vous avez évoqué les individus au pluriel, et ce serait pour savoir s'il y a certaines parties de vos études qui se concentrent sur l'individu au singulier, et savoir quelle est la part de libre arbitre ou de liberté, je ne sais pas comment vous l'appelez, qu'il reste un individu, dans la mesure où on voit beaucoup de déterminisme, et si le modèle familial, enfin, s'il y a des modèles familiaux qui ont une part de liberté ou de libre arbitre plus grande que d'autres. Ah ben oui, mais il y a ça de toute façon. Mais dès le début, j'ai dit que ce que j'étudiais, c'était des correspondances de système à système, et que en aucun cas je ne considérais une détermination absolue des individus. Dans la première mouture de mon modèle, j'avais même été jusqu'à dire que dans les régions qui étaient passées au communisme par des forces endogènes liées à des déterminations familiales, on n'avait pas un seul exemple d'un parti communiste qui ait eu la majorité des voix. Et ce que je disais, c'est si vous avez cette force de détermination, elle vous mène à un certain niveau de force sociale et électorale qui vous permet de faire un coup d'État. Vous voyez ? Mais même les communistes italiens d'Italie centrale, qui n'ont jamais eu la majorité absolue. Vous voyez ? Donc je dirais, il n'y a pas de... Enfin, ça serait très injuste d'imaginer une minute que je nie la liberté des conduites individuelles, des choses comme ça. Simplement, il y a des forces de détermination collective qui vont mener à des moyennes, à des écarts-types, tout ce que vous voulez. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la mécanique de l'histoire. Et si
il y a toujours eu des tas de Russes libéraux. Il y a des tas d'Allemands qui ont été massacrés par le nazisme. Vous voyez, je sais pas, et les pays de libéralisme égalitaire comme la France ont leur proportion de fascistes, sans problème. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, j'aurais une petite question sur du coup, les structures familiales. Comment est-ce qu'on pourrait les analyser aujourd'hui, ou en tous les cas, quelles sont leurs évolutions par rapport à ce qu'on pourrait appeler une virtualisation, une numérisation du monde? C'est-à-dire que quand vous parlez par exemple de famille nucléaire, aujourd'hui, la famille nucléaire n'a pas le même impact qu'au XVIIIe siècle, puisqu'aujourd'hui, on reste en contact avec sa famille où qu'on soit. On peut être à l'autre bout du monde et pourtant garder un lien très fort avec notre famille. Je veux dire, quelles peuvent être les potentielles évolutions des structures familiales dues à la digitalisation, la numérisation, je ne sais pas comment la qualifier, mais ce rapport aux réseaux sociaux et au tout plus rapide, quoi, quelque part. Je pense quand même que la procréation à distance, ça va être difficile. Hein. Je ne sais pas si vous essayez de procréer sur Skype, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein, bon. Mais non, honnêtement, je sais pas, je peux pas. Quand même, je suis au début de ce travail que je n'aurai certainement pas le temps d'approfondir beaucoup. Donc, mais instinctivement, je me méfie de ce genre de discours, du genre ah ben oui, il y a Internet. C'est vrai que ça permet la permanence ou une certaine durabilité des liens. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est sûr, c'est que les rapports intergénérationnels deviennent très difficiles à analyser. D'abord parce que les générations s'empilent, parce que maintenant vous avez des 4 générations. L'intérêt des règles d'héritage devient mince, puisque maintenant on hérite au moment de la retraite, en général, sauf si on perd ses parents ou un de ses parents plus tôt. Les variables de corésidence des générations, en gros, la famille nucléaire domine. Alors on voit bien qu'il y a des phénomènes de proximité, c'est-à-dire que vous pouvez vous allez voir que dans le sud-ouest de la France, la famille souche a disparu, mais vous allez quand même trouver beaucoup moins de vieux qui sont isolés dans des EHPAD. Il faudrait que je vérifie les chiffres. Hein. Il me semble avoir des choses comme ça. De vieux vivant seuls, donc il y a quelque chose qui se maintient. Moi, ma tendance actuelle, ça serait, je l'ai fait implicitement à la fin, c'est de dire que l'élément dont on est sûr qu'il existe toujours, en fait, c'est les rapports entre hommes et femmes. Peut-être que j'apparais en disant ça comme déjà un fiefé réactionnaire, puisque, je veux dire, qui est plus difficile à analyser, mais en fait, dans la dynamique des systèmes familiaux, l'évolution des rapports entre hommes et femmes, même dans le passé, a été une chose importante. Et je pense que si je reprenais toutes ces études, ce que je ne ferais pas, je recentrerais plus sur le... Mais c'est des présupposés de recherche. Vous voyez, c'est à partir des rapports entre hommes et femmes que j'analyserai les différences entre pays. C'est ce que j'ai fait implicitement tout à l'heure. Que ça, contrairement à l'héritage, on est sûr que ça existe toujours. Mais honnêtement, là, je suis en train de parler de programmes de recherche, pas de connaissances. Vous voyez, c'est pas... On ne sait même pas, vous voyez, par exemple, et puis si on travaille sur le futur, quand vous êtes sur les sociétés paysannes, vous pouvez simplifier, vous êtes sur des sociétés paysannes, il y a des différences entre les classes. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous étudiez les systèmes matrilinéaires du passé, qui ne sont pas très nombreux en fait, vous allez observer qu'il y a toujours une caste ou une classe supérieure patrilinéaire. Donc en fait, il y a une sorte de dualité. Vous prenez le Kerala au sud de l'Inde, qui avait des superbes systèmes matrilinéaires. Il y avait une caste de brahmanes, Nambudiri, qui était patrilinéaire en haut.
Sur les Na de Chine, vous avez la famille du Xifu, là, le chef, qui est en contact avec les Chinois, qui est patrilinéaire, mais le reste est matrilinéaire. Donc il y a des différences de classe, mais dans l'ensemble, les sociétés du passé sont relativement simples. Mais maintenant, simplement dire qu'il y a un seul système familial qui couvre l'ensemble des classes sociales, vu le phénomène de divergence de vie, etc., c'est une hypothèse vraisemblable, mais qui mérite d'être vérifiée quand même. C'est vraiment très compliqué, en fait. Je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, je prends une avant-dernière question. Après, moi aussi, j'ai une question que j'aimerais poser. Puis après, ça va être l'heure sans doute, hein, juste après, mais sauf s'il y a vraiment une question courte. Bonjour. Alors moi, en fait, c'est deux questions, désolée. Donc, d'abord, c'est pour revenir sur la Chine. On observe actuellement une nucléarisation des familles chinoises. On le voit parce que les enfants partent de chez eux beaucoup plus tôt, ils ne vivent plus avec leurs parents. Et je voulais savoir votre avis, c'est pas forcément véridique ni vérifié, mais votre avis sur la question. Est-ce que ce serait plutôt le capitalisme qui engendre la nucléarisation en Chine, le libéralisme économique qui engendre cette nucléarisation des familles, ou l'inverse, la nucléarisation des familles qui engendre un libéralisme économique et un capitalisme? La deuxième question, c'est tout simplement comment vous définissez les familles de l'Amérique latine au niveau du Mexique, de la Colombie, qui sont très différentes. Et je rejoins la question précédente, on voit ici des amis mexicains, colombiens qui sont toujours très très liés à leur maman, même via la digitalisation, que nous on n'a pas. Donc comment vous définissez ces familles très, très liées entre elles? Oui, enfin là on est dans... comment dire sur l'évolution récente de la famille chinoise, en fait, je ne suis pas au point. Je ne vais pas vous inventer une réponse. Pour moi, le chercheur fiable, c'est le chercheur qui dit « mais je ne connais rien, ce truc-là, j'en sais rien ». Donc en fait, savoir si c'est le capitalisme qui crée la nucléarisation de la famille ou si l'inverse, dans la mesure où je ne peux pas évaluer, est-ce qu'on parle de nucléarisation des ménages, est-ce qu'on parle de nucléarisation en un sens plus sentimental, affectif de lien, parce que très souvent, on voit le ménage qui disparaît, puis on se rend compte que les gens, les parents, les enfants habitent très près l'un de l'autre. Donc dès qu'on est sur des familles urbaines, c'est très très compliqué, en fait, techniquement. Et bon, en ce qui concerne la famille latino-américaine, c'est pareil. C'est-à-dire, je vais être hyper performant si je vous décris enfin, pas très performant, mais raisonnablement compétent, si je vous prends les systèmes familiaux de l'Amérique latine vers 1950. Donc, je veux dire, ça va être partout des types plus ou moins nucléaires, hein, avec une forte marque de la famille castillane, en fait, qui est la famille de l'Espagne du Sud et nucléaire. Et puis, ça a rencontré, sans les exterminer, partout des populations indiennes qui étaient elles-mêmes porteuses de systèmes différents, dont on voit la survie ou la transformation spécifique dans des coins. Donc, si vous prenez les régions centrales de l'Empire Inca, à l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, vous avez dans les populations indiennes un modèle nucléaire imparfait, c'est-à-dire un modèle où l'idéal est le départ des enfants, mais l'un des enfants reste pour s'occuper des parents. Ensuite, les enfants ont leur premier enfant alors qu'ils sont encore avec leur famille. Et puis, dans le cas, dans ce cas spécifique, vous avez un biais patrilinéaire. C'est-à-dire que ce sont les fils qui restent plus proches, mais qui se dissocient quand même. Vous aurez quelque chose d'assez proche sur le plateau central mexicain, les populations de langue nawa. Bon, maintenant, le Venezuela et la Colombie, ça doit être très différent. Et d'ailleurs, dans le cas du Mexique et des régions d'Équateur, Bolivie, Pérou, vous avez eu persistance de populations d'origine indienne tout à fait identifiables et séparées assez longtemps, et qu'on peut toujours voir, qu'on peut ethnographier. Bon, pareil pour le Mexique. Mais dans le cas, c'est plutôt la Colombie que je pense, mais le Venezuela ne doit pas être très différent, mais là, vous n'avez que des populations métissées, en fait, pratiquement. Et moi, je n'en serais simplement au stade de me demander
si ça pourrait avoir un rapport avec le fait que les Espagnols qui sont arrivés dans ces régions-là, d'après leurs témoignages, évoquaient un système, des systèmes familiaux indiens plus matrilocaux, où les femmes, probablement où le statut des femmes était plus élevé, j'en sais rien. Alors, ça, je peux le faire, et déjà, c'est très imparfait, mais pour l'évolution récente, dans la mesure où vous avez le taux de divorce très élevé, donc vous avez système familial nucléaire, mais souple, ou s'il faut qu'on réside, on corréside, et on corréside d'autant plus qu'on est plus pauvre, en plus. Vous voyez, donc c'est... mais je pense que là, je ne saurais jamais, parce que je vais déjà avoir du mal sur les familles françaises, anglaises, américaines actuelles. Donc je suis démographe, je mesure mon espérance de vie vraisemblable, et l'hypothèse selon laquelle j'aurai le temps de travailler sur l'Amérique latine est égale à, la probabilité est égale à 0. Oui. Bon, ce sera pour d'autres chercheurs. Une dernière question. C'est affreux d'être démographe, enfin en partie démographe de formation, parce que quelquefois on a du mal à se raconter des histoires. Enfin bon. Bonsoir. À un moment, vous avez fait un lien entre du coup le modèle, alors si j'ai bien compris, le modèle familial et notamment la capacité, par exemple, de pays comme l'Allemagne d'opérer des excédents commerciaux en les opposant à d'autres qui avaient des déficits constants. Et je voulais savoir si c'était des outils qui pouvaient être, comment dire, des outils d'analyse en fait pour avoir un regard peut-être un peu plus critique sur des leçons que des pays à l'heure actuelle, les leçons que ces pays peuvent émettre par rapport à d'autres pays. Je pense notamment dans l'Union européenne. Par rapport à l'Allemagne et la Grèce qu'il y a pu y avoir en 2008, etc. Ah oui, mais de toute façon, moi, là, j'expose des théories générales, mais quand je m'intéresse en tant que citoyen au fonctionnement de l'Europe, j'utilise des anthropologies de ce type, je dirais depuis le début, depuis 1992, depuis Maastricht. Ça a été pour moi une évidence que ça n'allait pas marcher, que les pays étaient différents par nature. Ce qui rend l'Europe particulièrement perverse et ce qui rend le comportement de l'Allemagne vraiment problématique, c'est qu'il y a les faits, les choses objectives, et les choses objectives, c'est que l'Allemagne ne fonctionne pas comme la France. Elle n'est pas la seule à fonctionner comme ça. Le Japon fonctionne de la même manière. Le comportement des acteurs économiques allemands est très coopératif entre eux face au monde extérieur. Des règles d'asymétrie, de préférence nationale sont appliquées sans même que ça ait besoin d'être spécifié, mais à cause de... donc en fait l'Allemagne a un comportement, je dirais, économique tout à fait ethnocentrique, asymétrique, national, égoïste, que je ne lui reproche nullement. Mais c'est voilé, je dirais, par les mauvais souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale et la nécessité d'apparaître ou de se conformer au modèle universalisme, allons soyons sympas, de type kantien, etc. Donc en fait, vous avez à la fois, dans le cas du comportement de l'Allemagne, vous avez la combinaison d'un comportement totalement spécifique, ethnocentrique, égoïste, et d'une habitude de faire comme si on appliquait des règles universelles qui mènent à exiger des Grecs qui se comportent comme des Allemands, d'ailleurs, qui permet une sorte d'aveuglement utile face à la diversité de l'Europe. Ce qui rend le Japon très agréable comme pays. Moi je pense que sans le Japon, je n'aurais pas survécu intellectuellement. Parce que tous mes livres sont traduits en japonais, je parle de la même manière au Japon, je dis que le Japon est ce qu'il est, etc. Et jamais, vous voyez, pour les Japonais, je suis juste un type normal. Donc vous êtes en France, vous dites il y a autre chose que l'individu, il y a la famille qui explique les comportements. Donc en France, on vous dit que vous attentez à la liberté humaine, et les Japonais, ils pensent à un Européen normal. Puisque aucun Japonais ne remettrait en question l'importance de la famille. Je suis juste peut-être que d'un point de vue japonais, je suis juste un néo-confucéen modernisé d'origine européenne. Vous voyez ? Mais les Japonais sont... Alors, ce qui est formidable, c'est que les Japonais, dans mes modèles, ils trouvent
en fait un lien universalisant. Ils ont la famille souche. Donc en fait, ce que les Japonais lisent dans mon... Enfin, je suppose en tout cas, c'est ce que m'a dit mon traducteur, chez Ishizaki. C'est-à-dire que ce que trouvent les Japonais dans mon modèle, ce n'est pas juste le fait qu'ils sont différents, c'est qu'ils sont différents comme d'autres sont différents. Donc en fait, les Japonais peuvent voir dans les modèles familiaux, la famille souche, le fait qu'ils sont des Européens d'un certain type. Ils comprennent en plus l'espèce de lien qui leur fait très peur avec l'Allemagne. Parce que maintenant, si vous voulez comprendre la politique extérieure japonaise, vous partez du principe que plus jamais ils ne veulent faire comme l'Allemagne. Vous avez une sorte de rapport. Voilà. Mais en ce qui concerne l'analyse des comportements japonais, vous ne verrez pas les Japonais en situation de prétendre obéir ou édicter des normes universelles. Donc c'est un univers intellectuellement beaucoup plus honnête finalement. Mais en Europe, on vit une situation qui est totalement perverse. L'Allemagne, avant le dérapage nazi, n'a jamais prétendu qu'elle était comme tous les autres. Vous voyez ? Donc vraiment, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je dirais que, alors, dans ma, comment dire, j'avais constaté au départ, donc les gens qui viennent de systèmes familiaux nucléaires sont révulsés ou étaient révulsés par mon encastrement du libéralisme dans une structure anthropologique particulière. Au début, en France, j'ai vu que les types qui n'étaient pas hostiles et qui, dans les conférences, posaient des questions, c'était toujours des mecs du Sud-Ouest. Famille souche. L'un de mes grands succès dans une conférence, c'est un type me pose des questions sur la famille basque. Et je lui dis, mais vous-même, vous êtes basque ou béarnais? J'avais senti qu'il était béarnais. La différence est dans le statut de la femme. Le Pays basque a souvent ce qu'on appelle l'aînesse absolue, c'est-à-dire l'aîné des enfants, garçon ou fille, hérite. Mais j'avais senti que ce n'était pas ça, lui. Bon. Voilà. Et puis ensuite, j'ai vu le Japon, et malgré ce que je dis de l'Allemagne, en fait, j'ai finalement, sans que ça soit dit, j'ai aussi un lien mystérieux avec l'Allemagne. J'ai beaucoup de livres qui sont traduits en allemand. Je m'exprime un peu moins maintenant parce que je suis un peu en dehors de tout ça, mais et dans des interviews, j'ai fait des interviews pour des journaux comme des grands journaux, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, le Spiegel ou Die Zeit, et je parle comme ça. Je dis, l'Allemagne, c'est ça, c'est pas comme la France, etc. Et en fait, personne n'est choqué. Vous voyez, donc quelque part, moi, je suis profondément convaincu que les Allemands se sentiraient beaucoup mieux si on les libérait du poids de l'obligation universaliste. Et l'Europe se porterait beaucoup mieux. Mais là, on fait presque de la politique. Pardon. Pour prolonger cette réflexion et revenir sur la hiérarchie que tu as présentée entre les différents niveaux, donc conscient, politique, économique, subconscient, système éducatif, et inconscient, les systèmes anthropologiques et religieux. Moi, je me pose la question parce que, évidemment, je parle aussi en tant qu'économiste. Pour moi, les dynamiques économiques et les dynamiques anthropologiques ou culturelles peuvent se mêler. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans le discours que tu présentes, c'est l'idée que, contrairement à ce que les économistes croient, la mondialisation ne produit pas une convergence entre les systèmes économiques et au contraire produit une divergence. Et je pense que, maintenant avec le recul, on peut dire que c'est une constatation à la fois qu'on peut voir à l'échelle européenne, c'est-à-dire que le marché unique ne crée pas de convergence, il tend à radicaliser les différences, désindustrialiser l'Europe périphérique, à industrialiser l'Allemagne et les pays autour, et pareil à la mondialisation. Mais ce qui moi m'a intéressé dans mes derniers travaux, c'est de voir que, en fait, autour de l'Allemagne se constituait, y compris par exemple en Pologne, qui est un pays catholique, qui sans doute, alors je ne connais pas l'anthropologie, mais sans doute est culturellement et anthropologiquement très différent de l'Allemagne, c'est aujourd'hui le pays qui s'industrialise le plus. C'est-à-dire que, alors évidemment, c'est sa proximité avec l'Allemagne qui fait ça. C'est-à-dire que concrètement, à la fois la différence du coût du travail
et la proximité géographique tend les industriels allemands à développer des entreprises de sous-traitance industrielle en Pologne et ensuite à assembler ou à rapatrier la valeur ajoutée sur leur territoire. Et en fait, pourquoi je dis ça, c'est parce que il me semble que les dynamiques économiques s'expliquent en fait par des phénomènes d'agglomération, qui sont un truc typiquement économique, c'est-à-dire plus on a d'industrie quelque part, plus l'industrie se renforce. Alors bien sûr, les systèmes anthropologiques peuvent expliquer l'émergence de pôles industriels dans certains endroits, culturellement favorables à cela, mais ensuite il existe une dynamique propre qui va susciter une agglomération de l'industrie. Et moi, ma question, voilà, je reviens, c'est est-ce que cette dynamique industrielle, par exemple, le fait qu'en Pologne, on a une croissance très forte du nombre d'ouvriers, parce qu'on a des industries d'assemblage, une industrie à basse valeur ajoutée, est-ce que tout ça ne va pas finir par influencer la culture, les représentations, un peu comme du point de vue allemand, et on peut comprendre, par exemple, en Europe centrale, ce qui se passe par rapport à l'Europe, c'est-à-dire l'idée aussi, une forme de réticence, un euroscepticisme qui monte, qui peut être aussi considéré comme le fait que, pour ces pays, ils deviennent une fois une classe ouvrière de l'Europe et ils finissent par s'opposer aux Allemands comme on s'opposerait aux patrons. Et est-ce que ça ne pourrait pas engendrer de nouvelles dynamiques anthropologiques et culturelles? Mais ça je ne sais pas. Une sorte de, ce que tu évoques, c'est une sorte de rétroaction de l'économie d'anthropologie. Bon, en fait, j'en sais rien du tout, et peut-être, mais de façon générale, je pense qu'il y a... Quand on construit un modèle, on simplifie beaucoup. Je veux dire, on a tendance, c'est quand même compliqué, donc c'est du boulot. Et donc on a tendance à, dans une première phase de la recherche, première phase d'un demi-siècle, simplifier la réalité. Mais au fond, c'est pas. Je me demande si je pourrais pas tout à fait garder mon modèle en me débarrassant de l'idée complètement d'une éventuelle primauté du système anthropologique. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, dans la façon dont je présente le modèle en distinguant des couches conscientes, subconscientes, inconscientes, il y a plus qu'une simplification, il y a peut-être une erreur logique. Parce que finalement, du simple fait que je décris les choses comme plus profondes, plus inconscientes, j'ai l'air de dire que c'est plus important. En fait, pas forcément. En fait, on pourrait tout à fait garder ce modèle sans hiérarchiser les facteurs. Et j'ai un peu le fantasme d'une d'une horizontalisation du modèle où, effectivement, l'économie est plus consciente, mais finalement, pourquoi s'embêter à dire que c'est moins important que l'anthropologie? Quand on dit ça ici, c'est pas beau, ça? Pourquoi? Merci. Je t'ai eu, là. Merci pour cette... Ça, c'est mon travail sur les chasseurs-cueilleurs. Ah oui. Ça calme, ça calme. Vraiment, quand on essaye d'appliquer la... Et par exemple, tu vois, il y a un bouquin d'un type qui s'appelle Kelly sur la variété des modes de vie des chasseurs-cueilleurs. Et autant je pense qu'on exagère, on s'intéresse trop à l'économie et à l'homo economicus quand on travaille sur les sociétés avancées, en les supposant modernisées et débarrassées de tout un fatras irrationnel pour se retrouver libre, errant sans but mais rationnel. Autant je pense que les chasseurs-cueilleurs, peut-être, on ne les voit pas assez rationnels. Et justement, quelquefois les Américains de la théorie du choix rationnel sont extrêmement agaçants. Mais quand ils s'intéressent, comme celui-là et comme un autre d'ailleurs, qui a travaillé plutôt sur la néolithisation de l'Europe, et quand tu supposes des comportements rationnels chez les chasseurs-cueilleurs ou les premiers agriculteurs, je trouve ça très enrichissant. Donc je serais pour moins d'homo economicus chez les peuples avancés et plus d'homo economicus dans l'analyse des chasseurs-cueilleurs. Avec une imbrication. C'est dire que vraiment, je n'ai plus rien contre l'économie.